Tout est parfaitement légal, maman. Didier agitait les papiers de la mise sous tutelle devant mon visage comme s'il s'agissait de trophées de guerre. J'ai déjà divisé ton patrimoine en deux. La maison, les comptes, tout. Ses yeux avaient cette lueur froide que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il parlait à une étrangère et non à la femme qu'il avait mis au monde. Chloé, ma belle-fille, ne pouvait cacher son sourire victorieux tandis qu'elle feuilletait des magazines de décoration sur la table de la salle à manger. « Regarde, Didier, » murmurait-elle, excitée. Ce lustre en cristal serait parfait dans le salon de la villa que nous allons acheter. Ses ongles rouges tournaient les pages avec une frénésie, comme si elle était déjà propriétaire de tout ce que j'avais construit en 36 ans de vie. « Une villa ?» demandai-je, sentant le sol se dérober sous mes pieds. « De quelle villa parlez-vous ?»« De celle que nous achèterons avec ton argent, chère belle-mère. » Chloé leva les yeux de son magazine. « Maintenant que Didier sera ton tuteur légal, nous pourrons mieux investir tes économies. » Sa voix dégoulinait d'un miel empoisonné. « J'ai déjà choisi les meubles, les rideaux couleur champagne, et même le papier peint pour la salle de bain principale. » Didier s'assit à côté de moi et posa sa main sur la mienne, avec une froideur qui me glaça le sang. « Tranquille, maman. Le médecin a déjà confirmé que tu n'es plus en état de gérer tes finances. J'ai signé tous les documents hier. »« Quel médecin ?» Ma voix n'était qu'un murmure brisé. « Je ne suis jamais allée chez un médecin avec toi, le docteur Lambert. » Didier sortit un dossier jaune rempli de papiers officiels. Je lui ai expliqué ton comportement erratique, comment tu oublies les choses, comment tu répètes les mêmes histoires. Ces mots me frappèrent comme des pierres. Je lui ai aussi parlé du jour où tu as laissé le robinet de gaz ouvert. « Ce n'est jamais arrivé !» criai-je, mais ma voix se cassa. Chloé referma le magazine d'un coup sec. « Joséphine, ne t'énerve pas, c'est pour ton bien. » Elle s'approcha de moi avec ce sourire hypocrite qu'elle arborait lors des visites importantes. « Imagine, tu pourrais te blesser, ou pire encore, blesser quelqu'un d'autre. »« Mais je cuisine tous les jours, » murmurai-je. « Je nettoie la maison, je paie mes factures, je gère mes économies. » C'est fini. Didier m'interrompit tout en rangeant les papiers. Avec des gestes mécaniques. « À partir de demain, Chloé et moi nous occuperons de tout. Ta pension ira directement sur notre compte. Nous vendrons cette vieille maison et nous t'installerons dans un endroit plus adapté à ta condition. » Vendre ma maison ? Les larmes se mirent à couler sans que je puisse les retenir. C'est ma maison. C'est ici que tu es né. C'est ici que ton père est mort. C'était ta maison. Chloé se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin que j'avais entretenu pendant des décennies. Maintenant, c'est notre responsabilité. Tu ne peux plus continuer à vivre seul. C'est dangereux. Didier rangea les papiers dans le dossier jaune avec une satisfaction qui me terrifia. Le juge des tutelles a déjà approuvé la mise sous tutelle. Tu es officiellement incapable de prendre des décisions importantes. Je suis ton tuteur légal maintenant. Mais mon fils, ma voix tremblait. Je t'ai tout donné. J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai travaillé jour et nuit pour que tu aies une bonne éducation, pour que tu ne manques de rien. Et maintenant, c'est à mon tour de m'occuper de toi. Didier se leva et me regarda de haut. Ne t'inquiète pas, nous te trouverons une bonne maison de retraite. Chloé en a déjà visité quelques-unes. Chloé revint à la table avec un sourire radieux. Il y en a une très jolie près de la Saône. Les chambres sont petites mais propres. Tu pourras faire des activités manuelles avec les autres dames. Je ne veux pas aller en maison de retraite, murmurai-je. Je veux rester dans ma maison. Cela ne dépend plus de toi. Didier plia le dossier et le glissa sous son bras. Demain, les déménageurs viendront emballer tes affaires. Seulement l'essentiel. Le reste, nous le vendrons. Vendre quoi ? Demandai-je, horrifiée. Les meubles, le service en porcelaine de grand-mère, les bijoux de maman. Chloé énumérait sur ses doigts comme s'il s'agissait d'une liste de courses. Tout a une bonne valeur sur le marché des antiquités.
Mon cœur s'arrêta. Le service de ma mère, les bijoux que mon mari m'avait offerts à nos anniversaires, les meubles que nous avions achetés ensemble quand nous étions jeunes et que nous rêvions de l'avenir. « Vous ne pouvez pas faire ça, murmurai-je. Vous ne pouvez pas. C'est déjà fait. Maman. » Didier se dirigea vers la porte. « Chloé, allons-y, nous devons voir la nouvelle maison. » « La nouvelle maison ?» demandai-je. « La villa, » me fit Chloé avec un clin d'œil. « Avec piscine, grand jardin et 5 chambres. Ce sera parfait quand nous aurons des invités. » Ils partirent, me laissant seule dans la salle à manger, entourée du silence le plus profond que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. Les papiers de la mise sous tutelle étaient tombés par terre, éparpillés comme des feuilles mortes en automne. Mes mains tremblaient tandis que je ramassais l'un des documents. Mon nom y figurait, ma signature falsifiée, et la déclaration qui faisait de moi une invalide mentale. Mais je savais la vérité. Je savais que cela ne faisait que commencer. Je restais assise sur cette chaise en bois pendant je ne sais combien de temps, regardant les papiers éparpillés sur le sol comme s'ils étaient des morceaux de ma vie déchirée. L'horloge murale marquait 16 heures, avec son tic-tac implacable. Le même son que j'avais entendu pendant 30 ans dans cette maison qui n'était plus la mienne. Mes doigts tremblèrent en soulevant le document principal. Mise sous tutelle pour incapacité mentale, était-il écrit en grosses lettres noires. Madame Joséphine Martin est placée sous la tutelle légale de son fils, Didier Martin, en raison d'une détérioration cognitive avancée et d'un comportement erratique, mettant en péril sa sécurité et son patrimoine. Comportement erratique. Les mots me brûlèrent les yeux. Erratique parce que je me levais à 6 heures du matin tous les jours, parce que je gardais ma maison impeccable, parce que je me souvenais de chaque anniversaire, de chaque date importante, de chaque médicament que je devais prendre, parce que je gérais mes finances sans devoir un centime à personne. Le téléphone sonna comme un coup de tonnerre dans le silence. C'était François, mon voisin de toujours, l'homme qui avait vu grandir Didier depuis qu'il était un enfant en culotte courte. « Joséphine, ça va ?» Sa voix semblait inquiète. J'ai vu Didier et Chloé partir très vite. Ils avaient l'air agités. « François !» Ma voix se brisa. « Ils m'ont toute pris. Ils disent mal que je suis folle, que je ne peux plus m'occuper de moi. »« Quoi ?» Son cri résonna jusque dans ma cuisine. « De quoi parles-tu » ? La mise sous tutelle. Didier, c'est mon tuteur légal. Ils vont tout vendre, la maison, les meubles de ma mère, les bijoux que mon mari m'a offerts. Les larmes tombèrent sur les papiers, tachant les lettres qui scellaient mon destin. J'arrive tout de suite. François arriva en 5 minutes, sa chemise blanche froissée et les cheveux ébouriffés par l'urgence. À 70 ans, il était toujours l'homme le plus honnête que je connaisse. Il avait été expert comptable pendant 40 ans et connaissait la loi mieux que de nombreux avocats. « Montre-moi ces papiers », dit-il en s'asseyant à mes côtés sur le canapé. Ses yeux verts se déplaçaient de gauche à droite, lisant chaque ligne avec la concentration d'un détective. De temps en temps, il fronçait les sourcils, d'autres fois, il secouait la tête et à certains moments, il marmonnait des mots que je ne pouvais pas comprendre. « C'est une escroquerie, Joséphine. Une pure escroquerie. » François posa les papiers sur la table basse. « Il est dit ici que le médecin t'a examiné le 15 mars, mais ce jour-là, tu étais avec moi à la banque pour m'aider avec mes démarches. Je m'en souviens parfaitement, car après, nous sommes allés déjeuner au bistrot du coin. Tu es sûr ? Absolument. J'ai même le ticket de caisse du déjeuner dans mon portefeuille. » François se leva comme propulsé par un ressort. « Et autre chose, il est dit ici que ta signature a été apposée en présence du notaire, mais cette écriture n'est pas la tienne. » Il s'approcha de mon bureau et prit une lettre que j'avais écrite la semaine précédente à ma sœur à Marseille. « Regarde, compare les signatures. Ça, c'est ton écriture. Cette inclinaison vers la droite que tu as toujours eue,
Celle sur les papiers est différente, plus rigide, plus masculine. Il avait raison. Ma signature avait toujours été délicate, avec des courbes douces que ma mère m'avait appris à faire quand j'avais appris à écrire. La signature sur les documents semblait faite par une main plus forte, plus grossière. Didier a falsifié ma signature, murmurai-je, sentant la rage commencer à monter dans ma poitrine comme une petite flamme féroce. Pas seulement ça, François continua à examiner les papiers. Il y a des incohérences dans les dates, des témoignages de personnes qui sont censées te connaître mais dont je n'ai jamais entendu les noms, et un rapport médical d'un docteur qui, d'après mes recherches, n'est pas inscrit à l'ordre des médecins de Lyon. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que ton fils a commis un faux et usage de faux, une falsification de documents et probablement de la corruption. François retira ses lunettes et me regarda droit dans les yeux. « Joséphine, ça ne va pas en rester là. »« Non, pas tant que je serai en vie. » À ce moment-là, nous entendîmes le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison. C'était Didier, mais cette fois, il était accompagné de 2 hommes que je ne connaissais pas. L'un portait une mallette noire et l'autre un appareil photo. « Ce sont les experts immobiliers, François, » murmurai-je en regardant par la fenêtre. « Ils sont déjà en train d'évaluer ta propriété pour la vendre. » Didier entra sans frapper, comme s'il était déjà le propriétaire absolu de ma maison. « Maman, ces messieurs vont prendre des photos de la maison et faire un inventaire de tout ce qu'il y a. S'il te plaît, ne les dérange pas. » Les déranger ? Je me levai du canapé avec une force que je ne me connaissais pas. C'est ma maison. C'était ta maison. Didier ne me regarda même pas dans les yeux. Maintenant, c'est la mienne, et j'ai le droit d'en faire ce que je juge le mieux pour ton bien-être. François s'interposa entre Didier et moi. « Bonjour Didier, pourrais-tu m'expliquer exactement ce qui se passe ici ? » ?»« Ah ! François !» Le sourire de Didier était froid comme la glace. « Maman ne peut plus vivre seule. C'est dangereux pour elle et pour les voisins. Nous prenons les mesures nécessaires. » « Dangereux ?» François croisa les bras. « Ta mère vit dans cette maison depuis 30 ans sans un seul incident. Elle paye ses factures à temps, entretient son jardin impeccablement, cuisine pour la moitié du quartier lors des fêtes et aide tous ceux qui en ont besoin. » Ça, c'était avant qu'elle ne commence à avoir ces épisodes. Quels épisodes c'est ? François fit un pas en avant. Je vis juste à côté. Nous nous voyons tous les jours. De quels épisodes parles-tu ? Didier devint nerveux. Ses mains se mirent à trembler légèrement tandis qu'il cherchait une réponse qui ne venait pas. Eh bien, elle oublie parfois les choses, elle confond les noms. Comme quoi, par exemple ? François ne le quittait pas des yeux. Comme... Didier regardait partout, sauf vers nous, comme quand elle a laissé le robinet de gaz ouvert. Ce n'est jamais arrivé, intervins-je. Je n'ai jamais laissé de robinet de gaz ouvert. Si, maman, Chloé l'a vu. Chloé l'a vu ? Quand ? Où ? À quelle heure ? François bombarda Didier de questions comme un procureur expérimenté. Parce que si c'était vraiment arrivé, nous aurions senti le gaz dans tout le quartier. Didier resta muet. Les experts avaient arrêté leur travail et nous regardaient avec curiosité, comme s'ils étaient spectateurs d'une pièce de théâtre qui avait dérapé. De plus, continua François, j'ai examiné les documents de la mise sous tutelle et il y a plusieurs irrégularités graves. Falsification de signatures, dates incohérentes, témoignages de personnes inexistantes et un médecin qui n'est inscrit nulle part. Le visage de Didier devint pâle comme du papier. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle de fraude, Didier. Je parle d'un délit pénal qui peut t'envoyer en prison pour de nombreuses années. Le silence emplit la pièce, comme une eau épaisse. Les experts rangèrent leurs appareils photos et commencèrent à reculer vers la porte, clairement mal à l'aise avec la situation. « Ça ne va pas se passer comme ça, » murmura Didier. Mais sa voix avait perdu toute l'autorité qu'elle avait quelques heures plus tôt. « J'ai des droits. Les seuls droits que tu as sont ceux que la loi t'accorde légalement,
répondit François. Et quand il sera prouvé que tout ceci est une fraude, tu perdras même ceux-là. Didier sortit de la maison comme une tornade, suivi par les experts qui murmuraient entre eux à voix basse. Le claquement de la porte résonna dans toute la maison, mais cette fois, je n'eus pas peur. Pour la première fois de la journée, je sentis que je n'étais pas seule. François posa sa main sur mon épaule. « Demain, nous allons voir un avocat, Joséphine. La bataille ne fait que commencer. » Cette nuit-là, je ne pus dormir une seule minute. Je restais assise dans mon fauteuil à bascule préféré, celui où j'avais allaité Didier quand il était bébé, regardant par la fenêtre vers la maison de François. Sa lumière était toujours allumée, et savoir qu'il était lui aussi éveillé me procurait une étrange tranquillité. À 5 heures du matin, j'entendis le bruit d'un moteur approcher. C'était Chloé, seule cette fois, conduisant ce SUV rouge qu'ils avaient acheté le mois dernier avec de l'argent dont je savais pertinemment qu'ils ne disposaient pas. Elle descendit, portant 2 grandes valises et une boîte en carton. Elle frappa à la porte avec des coups secs, sans patience. « Joséphine, c'est moi. Ouvre. »« Que veux-tu, Chloé ? Il est 5 heures du matin. »« Je viens t'aider à emballer tes affaires personnelles. Avant que les déménageurs n'arrivent, sa voix était différente, plus directe, sans cette douceur feinte habituelle. « Didier dit que tu ne peux emporter que ce qui tient dans ces valises. Je ne vais nulle part. S'il y est aussi, si tu vas y aller, chère belle-mère, quoique. Aujourd'hui, à 10 heures, le transport de la maison de retraite Saint-Raphaël vient te chercher. Nous avons déjà payé le 1er mois. » J'ouvris la porte et la regardai droit dans les yeux. Chloé portait une robe rouge sang que je ne lui avais jamais vue. Sûrement achetée dans l'attente de mon argent. Ses cheveux étaient coiffés différemment, plus élégamment, comme si elle était déjà la maîtresse d'une villa. « Tu sais quoi, Chloé ?» Ma voix sortit plus forte que je ne l'aurais cru. « J'ai toujours su que tu n'étais pas une bonne personne pour mon fils. Dès le 1er jour où je t'ai vu, j'ai su que seul son argent t'intéressait. » Chloé éclata d'un rire qui sonna comme du verre brisé. « Son argent ? Didier n'avait pas un sou quand je l'ai connu. Tout l'argent est à toi, et maintenant il va être à nous. »« À nous, à moi, » se corrigea-t-elle rapidement, mais il était trop tard. « Je veux dire, à nous, à la famille. »« Depuis quand prépares-tu ça, Chloé ?» Elle s'assit sur mon canapé comme si elle était chez elle, croisa les jambes et me regarda avec un sourire qui me glaça le sang. « Tu veux savoir la vérité, Joséphine ? Il y a 2 ans, quand Didier m'a raconté que tu avais économisé toute ta vie et que tu avais cette maison payée, j'ai commencé à faire des recherches sur la mise sous tutelle. Des recherches ? J'ai consulté des avocats, étudié des cas similaires. Je me suis même liée d'amitié avec une femme qui avait tout pris à sa belle-mère de la même manière. » Chloé examina ses ongles comme si nous parlions de la météo. « Au début, Didier ne voulait pas. Il disait que c'était sa mère, qu'il te respectait, mais je lui ai fait comprendre que tu avais déjà vécu ta vie, que c'était notre tour de profiter. » « Et le médecin, le docteur Lambert ?»« Mon cousin. Nous lui avons donné 5 000 € pour qu'il signe le rapport sans t'examiner. Ça a été très facile. Nous avons juste dû inventer quelques symptômes crédibles et les fausses dates sur les documents. Ah, ça !» Chloé se leva et se dirigea vers ma cuisine comme si c'était la sienne. « J'ai une amie qui travaille au tribunal. Pour 5 000 € de plus, elle s'est arrangée pour que tout paraisse légal et en ordre. Et ma signature ? Didier l'a pratiquée pendant des semaines. Il a volé plusieurs de tes lettres pour copier ton écriture. » Chloé ouvrit mon réfrigérateur et sortit un jus d'orange. Je dois admettre qu'il a plutôt bien réussi. Je m'assis, sentant mes jambes flageoler. « Comment pouvez-vous me faire ça ? Je vous ai aidé quand vous n'aviez pas de travail. Je vous ai prêté de l'argent quand vous vouliez acheter le SUV. Je vous ai même payé votre lune de miel à Cancun. Et c'est précisément pour ça. » Chloé se servit du jus dans un verre qui avait appartenu à ma mère. « Nous savions que tu avais beaucoup d'argent de côté. Une personne qui peut payer une lune de miel de 10 000 € sans sourciller doit avoir bien plus caché. 10 000 €? Je vous ai donné 20 000 pour ce voyage. Les 10 000 autres, nous les avons utilisés pour commencer les démarches de la mise sous tutelle. » Chloé but le jus lentement, savourant chaque gorgée comme si c'était du champagne. Tout avait été un investissement à long terme.
À ce moment-là, la porte de derrière s'ouvrit. C'était François, qui avait écouté toute la conversation depuis le patio. Son visage était rouge d'indignation, et il tenait à la main un petit appareil que je reconnus immédiatement. Un dictaphone. « Bonjour, Chloé, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai enregistré toute ta confession. » Chloé laissa tomber le verre, qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol de la cuisine. Le jus d'orange s'étala comme une tache jaune sur les carreaux blancs que j'avais lavés des milliers de fois. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Chloé. « Je protège ma voisine d'une escroc comme toi. » François leva le dictaphone. « J'ai ici toute ta confession. La corruption du médecin, la falsification des documents, la complicité de ton ami au tribunal et, le meilleur de tout, la façon dont tu as planifié de voler à une femme de 66 ans tout ce qu'elle avait économisé dans sa vie. » « Ça ne vaut rien. » Chloé tenta de reprendre contenance. « Ce n'est pas une preuve légale. »« Tu as raison, » sourit François. « Mais c'est suffisant pour que la police ouvre une enquête formelle. Et quand ils commenceront à creuser, ils trouveront beaucoup de choses intéressantes. » Chloé se précipita vers le dictaphone pour essayer de le lui arracher, mais François fut plus rapide, malgré son âge. « Donne-le-moi tout de suite. »« Jamais. » François s'éloigna vers la porte d'entrée. « Cet enregistrement va directement au parquet, avec tous les documents falsifiés que nous avons analysés hier. »« Tu ne peux pas faire ça !» hurlait Chloé comme une possédée. « C'est illégal d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. » « Pas quand cette personne est en train d'avouer un délit au domicile de la victime. » François ouvrit la porte. « Joséphine, prendre quelques affaires importantes. Nous partons maintenant. » « Où allons-nous ? » ?»« Au commissariat d'abord, puis voir mon neveu, Julien. Il est avocat pénaliste et spécialisé dans les cas de fraude envers les personnes âgées. » Chloé s'assit sur mon canapé et se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir. C'étaient des larmes de rage, de frustration de voir son plan parfait s'effondrer sous ses yeux. « Ça ne peut pas arriver, » murmurait-elle entre deux sanglots. « Nous avions tout calculé, tout planifié. Nous avions même déjà réservé la villa. »« La villa ?» demandai-je en prenant mon sac et les documents importants de mon bureau. « Oui. » Chloé me regarda avec une haine pure. 5 chambres, piscine, jardin avec fontaine et un garage pour 3 voitures. Elle coûtait 800 000 €. Exactement la valeur de ta maison plus tes économies. Vous saviez combien d'argent j'avais ? Didier s'était connecté à ton compte bancaire il y a des mois en utilisant tes informations personnelles. Nous connaissons jusqu'au dernier centime que tu as économisé. Chloé essuya ses larmes du revers de la main. Tu es plus riche que tu n'en as l'air, Joséphine. Bien plus riche. François me prit par le bras. Allons-y. Plus nous restons ici, plus ça devient dangereux. En sortant, Chloé cria depuis le salon. Ça ne va pas en rester là. Didier va se battre pour ses droits. Cette maison et cet argent nous appartiennent. La seule chose qui vous appartiendra, se retourna François une dernière fois, c'est une cellule de prison. Nous montâmes dans la voiture de François, une vieille berline qui avait connu des jours meilleurs, mais qui à ce moment-là me parut le plus beau véhicule du monde. Tandis que nous nous éloignions, je vis dans le rétroviseur Chloé sortir en courant de ma maison, sûrement pour appeler Didier et lui raconter ce qui s'était passé. « François ?» lui dis-je alors qu'il conduisait vers le centre-ville. « Tu penses que nous pouvons vraiment gagner ?»« Non seulement nous le pouvons, Joséphine, » répondit-il en serrant le volant avec détermination. « Nous allons gagner, et quand nous aurons fini, Didier et Chloé regretteront de t'avoir jamais connu. » Le soleil commençait à se lever derrière les immeubles, peignant le ciel de couleur orange et rose. Pour la première fois en 24 heures, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. La guerre ne faisait que commencer. Le cabinet de l'avocat Julien Moreau se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble du centre de Lyon. François avait appelé son neveu depuis la voiture, lui expliquant l'urgence du cas.
Quand nous sommes arrivés, Julien nous attendait déjà avec du café chaud et une expression sérieuse qui me rassura immédiatement. « Tante Joséphine », me dit-il en m'aidant à m'asseoir sur une chaise en cuir usé. « François m'a tout raconté au téléphone. C'est très grave, mais nous avons des éléments solides pour renverser la situation. » Julien était un homme d'une 40aine d'années, les cheveux commençant à grisonner sur les tempes et des yeux intelligents qui me rappelaient de son grand-père, qui avait été mon compère pendant de nombreuses années. Il portait une chemise blanche impeccable et une cravate vert foncé qui lui donnait un air d'autorité tranquille. « D'abord, dit-il en examinant les documents falsifiés, nous allons écouter l'enregistrement que Françoise a fait. » Il posa le petit dictaphone sur son bureau en bois et appuya sur le bouton de lecture. La voix de Chloé emplit le bureau, claire et nette, confessant chaque détail de son plan criminel. La corruption du médecin, la falsification des documents, la complicité au tribunal, tout était là, enregistré pour la postérité. C'est de l'or en barre. Julien sourit pour la première fois depuis notre arrivée. Avec cette confession, nous avons assez pour annuler la mise sous tutelle immédiatement et porter plainte au pénal contre Didier et Chloé. « Des poursuites pénales ?» demandai-je, sentant mon cœur s'accélérer. Faux et usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs, corruption et abus de confiance sur personnes vulnérables. Julien énumérait les délices sur ses doigts. On parle de peines allant de 5 à 10 ans de prison pour chacun. François se pencha en avant sur sa chaise. Et qu'en est-il de la maison et des économies de Joséphine ? Tout retourne immédiatement sous son contrôle total. Julien prit un stylo et commença à écrire sur un papier. Mais nous devons agir vite. Si Didier et Chloé réalisent que nous avons des preuves contre eux, ils pourraient tenter de fuir ou de cacher l'argent qu'ils ont déjà pu déplacer. À ce moment-là, le téléphone de Julien sonna. C'était sa secrétaire. « Maître, il y a un monsieur Didier Martin ici qui dit avoir besoin de vous parler d'urgence au sujet du cas de sa mère. » Julien me regarda et sourit d'une manière qui me donna des frissons. « Dites-lui d'entrer. Ça va être intéressant. »« Tu es sûr ?» François semblait inquiet. « Ça pourrait être dangereux. »« Au contraire. » Julien rangea le dictaphone dans un tiroir de son bureau. « C'est parfait. Maintenant, c'est lui qui vient à nous. » Didier rentra dans le bureau comme une tornade, les cheveux en désordre et la chemise froissée. Ses yeux étaient injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Derrière lui venait Chloé, sa robe rouge froissée et le maquillage coulé. « Que fait de ma mère ici ?» Didier me montra du doigt, comme si j'étais une criminelle. « Elle ne peut pas prendre de décision légale. Je suis son tuteur. Bonjour Didier. » Julien resta calme et professionnel. « Je suis l'avocat Julien Moreau. Votre mère m'a engagé pour examiner certains aspects de la mise sous tutelle que nous considérons comme irréguliers. » « Irréguliers ?» Chloé s'avança. « Tout est parfaitement légal. Nous avons tous les documents signés et tamponnés. »« Ah oui, les documents !» Julien ouvrit un dossier et commença à sortir des papiers. « Parlons-en de ces documents. » Il posa sur le bureau les copies des papiers, de la mise sous tutelle, une par une, comme des cartes dans une partie de poker. Didier et Chloé s'approchèrent pour les voir avec cette confiance aveugle de ceux qui croient que leur mensonge était parfait. Ici, nous avons le rapport médical du docteur Lambert. Julien montra le premier document. « Pourriez-vous me dire où se trouve son cabinet ?»« Dans la rue de la République, » balbutia Didier. « Le numéro, je ne me souviens plus exactement. » « C'est curieux. » Julien sourit. « Parce que cette rue n'existe pas à Lyon sous ce nom pour un cabinet médical. Et le docteur Lambert n'est pas non plus inscrit à l'ordre des médecins du Rhône. » Chloé devint pâle, mais tenta de garder son sang-froid. « Ce doit être une erreur dans les registres. » Une erreur. Julien sortit un autre papier. « Et que me dites-vous de cette date, ici, où Joséphine aurait signé les documents le 15 mars en présence du notaire ?»« Qu'est-ce qu'il y a avec cette date ?» s'énerva Didier.
c'est que le 15 mars, le notaire en question était en vacances sur la Côte d'Azur. Et j'ai les photos de ses réseaux sociaux pour le prouver. Julien posa sur le bureau une impression de Facebook où l'on voyait le notaire à la plage. De plus, ce même jour, Joséphine était à la banque avec François. J'ai aussi les enregistrements des caméras de sécurité. Le silence emplit le bureau comme un brouillard épais. Didier regardait Chloé. Chloé regardait le sol. Et je sentais la justice commencer à prendre forme sous mes yeux. Mais le plus intéressant de tout, continua Julien, c'est ça. Il sortit le dictaphone du tiroir et le posa sur le bureau. Chloé poussa un cri comme si elle avait vu un serpent. « Non, cet enregistrement est illégal. Illégal ?» Julien appuya sur le bouton de lecture. Écoutons ce qu'il dit. La voix de Chloé emplit à nouveau le bureau, confessant chaque détail du plan criminel. Le pot de vin de 5 000 € au faux médecin. 5 000 autres à l'employé du tribunal. Comment Didier avait pratiqué ma signature pendant des semaines. Comment qu'ils avaient tout planifié pendant 2 ans. Didier s'effondra sur une chaise comme un sac de pommes de terre. Son visage avait perdu toute couleur et ses mains tremblaient comme des feuilles au vent. « Chloé, » murmura-t-il sans la regarder, « pourquoi lui as-tu dit tout ça ?»« Je ne savais pas qu'on nous enregistrait, » cria Chloé, hystérique. « Elle m'a trompée, elle m'a fait avouer. »« Personne ne t'a forcé à avouer quoi que ce soit, » intervint François d'une voix calme mais ferme. « Tu as raconté toute seule ton plan criminel. » Julien se leva et fit le tour de son bureau. « Didier, Chloé, vous êtes dans de graves problèmes judiciaires. Nous parlons de multiples délits pénaux qui peuvent vous conduire en prison pour de nombreuses années. » « La prison ?» Didier me regarda enfin dans les yeux et pour la première fois, je vis une peur réelle sur son visage. « Maman, ça nous a échappé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. »« Jamais voulu me faire de mal ?» Je me levai de ma chaise avec une force que je ne me connaissais pas. Déclarer ta propre mère folle, ce n'est pas lui faire de mal. Voler tout l'argent que j'ai économisé en 60 ans de travail, ce n'est pas me faire de mal. Me mettre dans une maison de retraite contre ma volonté, ce n'est pas me faire de mal. Je pensais que c'était pour le mieux pour toi. « Mensonge !» explosa finalement Chloé. « Tu voulais l'argent autant que moi. Ne te fais pas passer pour la victime maintenant qu'on nous a découverts. Tais-toi, Chloé, je ne me tairai pas. Si je tombe, tu tombes avec moi. » Chloé se tourna vers Julien avec désespoir. C'est lui qui a falsifié la signature, c'est lui qui a contacté le faux médecin. C'est lui qui m'a convaincu que c'était une bonne idée. « Ce n'est pas vrai !» Didier se leva, et un instant, je crus qu'il allait frapper Chloé. « C'est toi qui as tout planifié. C'est toi qui as fait des recherches sur la mise sous tutelle. » Julien observait la dispute avec la satisfaction d'un chasseur qui voit ses proies se détruire mutuellement. C'est très utile. Continuez, je vous en prie. Il savait que j'avais étudié les cas. Chloé pointait Didier du doigt accusateur. Il savait combien d'argent sa mère avait parce qu'il est lui-même entré illégalement dans ses comptes bancaires. C'est toi qui m'as dit de le faire. Tu voulais le faire ? François et moi les regardions comme si nous assistions à un film surréaliste. Mon propre fils et ma belle-fille, les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance, s'accusaient mutuellement d'être des criminels. Et le pire de tout, c'est qu'ils avaient tous de raison. Julien leva la main pour demander le silence. Je pense que nous avons assez de matière pour le dossier. Didier, Chloé, je vous recommande vivement de vous trouver des avocats immédiatement. Des avocats ? Didier me semblait perdu. Mais on ne peut pas arranger ça en famille. Ceci a cessé d'être une affaire de famille, au moment où vous avez commis une fraude sur une personne âgée. Julien retourna à son bureau et commença à organiser les documents. C'est maintenant une affaire pénale qui sera poursuivie avec toute la rigueur de la loi. Chloé se laissa tomber sur une chaise et se mit à pleurer de manière inconsolable. Tout est fini. La villa, les projets, tout. Ce qui est fini, c'est ce qui n'aurait jamais dû commencer, lui dis-je d'une voix qui sonna plus forte que je ne l'aurais cru.
Ce que j'ai construit avec mon travail et mes sacrifices n'a jamais été à vous. » Didier me regarda une dernière fois avant de sortir du bureau. « Maman, je suis désolée. »« Moi aussi, je suis désolée, mon fils, » répondis-je. « Je suis désolée que tu aies préféré l'argent à ta propre mère. » Ils partirent, laissant une traînée d'humiliation et de peur qui parfuma le bureau pendant plusieurs minutes après leur départ. Julien referma le dossier avec les documents et me sourit. « Joséphine, d'ici 24 heures, vous retrouverez le contrôle total de votre patrimoine et dans une semaine, Didier et Chloé feront face à des accusations pénales formelles. »« Et après ?» demandai-je. « Après, » François posa sa main sur mon épaule. « Tu commences une nouvelle vie avec la dignité que tu aurais toujours dû avoir. » Le lendemain, tôt le matin, Julien m'appela avec des nouvelles qui firent trembler mes mains en tenant le téléphone. « Joséphine, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Lesquelles voulez-vous en premier ?»« Les mauvaises, » répondis-je, me préparant au pire. Didier et Chloé ont tenté de fuir cette nuit. Ils ont vidé les comptes bancaires qu'ils avaient ouverts à votre nom sans votre consentement, ont pris les bijoux de votre mère qu'ils avaient sortis de votre maison et ont essayé de vendre votre voiture. Je sentis comme un coup de poing dans l'estomac. Ils se sont échappés ? C'est la bonne nouvelle. Ils ont été arrêtés sur l'autoroute en direction de l'Espagne. Ils avaient près de 200 000 € en espèces, les bijoux et de faux papiers avec leurs nouvelles identités. De nouvelles identités ? Apparemment, ils préparaient leur fuite depuis des mois. Ils avaient de faux passeports, des actes de naissance modifiés et même une histoire inventée de chefs d'entreprise à succès qui déménageaient au Maroc. François, qui était assis à mes côtés dans ma cuisine, siffla d'étonnement. « C'était bien plus gros que ce que nous pensions. »« Bien plus gros, » confirma Julien au téléphone. La police a trouvé dans leur appartement des dossiers sur 5 autres cas similaires qu'ils étaient en train de monter. Apparemment, ils prévoyaient de faire la même chose à d'autres personnes âgées du quartier après en avoir fini avec vous. D'autres personnes âgées ? Ma voix se brisa. Qui ? Votre voisine Marguerite de la Maison Jaune, Monsieur Bruno du coin de la rue, et 3 autres que nous sommes encore en train d'identifier. Chloé avait des photos de leur maison, des copies de leurs pièces d'identité, et même des ébauches de plans pour chacun. Je me laissais tomber dans mon fauteuil préféré, celui où j'avais bercé Didier quand il était bébé. Pendant tout ce temps, j'avais pensé que c'était personnel, que ce n'était que de la cupidité envers mon argent. Mais il s'avérait que cela faisait partie de quelque chose de bien plus sinistre. « Julien, » demandai-je d'une voix tremblante, « que va-t-il se passer maintenant ?» Maintenant, ils vont faire face à des accusations bien plus graves. Escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux documents officiels et abus de faiblesse sur personnes vulnérables. On parle de peines allant de 15 à 20 ans de prison pour chacun. 20 ans ? Au minimum. Quand le juge verra qu'il prévoyait de faire ça à d'autres personnes âgées, il appliquera toute la rigueur de la loi. Je raccrochais et restais à regarder par la fenêtre le jardin que j'avais entretenu pendant 30 ans. Les roses rouges que j'avais plantées pour les 10 ans de Didier continuaient de fleurir. Étrangères à toute la tragédie qui s'était déroulée ces derniers jours. « François, lui dis-je sans quitter le jardin des yeux, comment ai-je pu être si aveugle ? Comment n'ai-je pas vu les signes ? Parce que tu es une mère qui aime son fils. » François s'assit sur la chaise à côté de la mienne. Les parents veulent toujours croire le meilleur de leurs enfants, même quand les preuves nous disent le contraire. Mais il devait y avoir des signes. Quelque chose qui m'aurait dit que Chloé était mauvaise, que Didier changeait. François resta pensif un moment. « Tu te souviens l'année dernière, quand Didier a cessé de te rendre visite le dimanche ? Oui, il disait qu'il avait beaucoup de travail. Et quand Chloé a arrêté de t'appeler pour ton anniversaire, elle disait qu'elle avait oublié. Et quand ils ont arrêté de t'inviter au dîner de famille ? Chaque question était comme un coup de poignard dans le cœur. Tous ces petits signes que j'avais ignorés, justifiés ou rationalisés, parce que je ne voulais pas voir la vérité.
Ils t'éloignaient depuis un moment. François continua avec douceur. D'abord, ils t'ont isolé socialement, puis ils ont commencé à semer le doute sur tes capacités mentales. Et finalement, ils t'ont attaqué légalement. Comment sais-tu tout ça? Parce qu'après ce qui s'est passé hier, je me suis mis à faire des recherches sur Internet sur les arnaques contre les personnes âgées. C'est un schéma très courant, Joséphine. Et tu n'es pas la première victime. À ce moment, on frappa à la porte. C'était Marguerite, ma voisine de la maison jaune, le visage plein d'inquiétude, et portant un panier de pain fait maison. « Joséphine, ma chère, dit-elle en me serrant dans ses bras. François m'a raconté ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire que Didier et Chloé t'aient fait de ça. Marguerite, lui dis-je en l'invitant à s'asseoir, Julien a découvert qu'ils avaient aussi des plans pour t'escroquer. Le panier lui tomba des mains, éparpillant des brioches sur le sol de la cuisine. M'escroquer, moi? Comment? François ramassa les pains pendant que je lui expliquais tout ce que nous avions découvert. Chloé avait des photos de sa maison, des copies de sa pièce d'identité et même un plan détaillé pour la convaincre qu'elle ne pouvait pas vivre seule. Mais Chloé a toujours été si gentille avec moi, Marguerite semblait confuse. La semaine dernière, elle m'a apporté des gâteaux et m'a posé des questions sur ma famille, pour savoir si j'avais des enfants pour s'occuper de moi. Elle t'étudiait, expliqua François. C'est exactement ce qu'ils font. D'abord, ils gagnent ta confiance, ensuite, ils enquêtent sur ta situation financière et familiale, et finalement, ils attaquent. Que se serait-il passé s'ils n'avaient pas été découverts? Dans 6 mois, tu serais dans une maison de retraite, et Chloé serait la propriétaire de ta maison jaune. Répondis-je avec une amertume qui me surprit moi-même. Marguerite devint pâle et dut s'asseoir. Je n'arrive pas à y croire. Je lui faisais confiance. Je lui ai même donné un double de ma clé pour qu'elle arrose mes plantes quand j'irai voir ma sœur. Tu lui as donné un double de ta clé? S'alarma François. Marguerite, tu dois changer les serrures immédiatement. Pourquoi? Parce que s'ils ont accès à ta maison, ils peuvent y placer des preuves que tu es incapable de t'occuper de toi. Des médicaments périmés, de la nourriture avariée, des appareils électriques en mauvais état, tout ce dont ils ont besoin pour convaincre un juge que tu ne peux pas vivre seul. Marguerite se mit à pleurer. J'ai 72 ans, je vis de ma retraite et cette maison est tout ce que j'ai. S'ils me la prennent, je n'ai nulle part où aller. Je la serrai dans mes bras, sentant sa douleur se mêler à la mienne. Tranquille, Marguerite. Maintenant que nous savons ce qu'ils prévoyaient, nous pouvons te protéger. François s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Marguerite. Demain, nous irons tous les 3 chez le serrurier pour changer tes serrures. Ensuite, nous irons voir Julien pour qu'il vérifie s'ils ont déjà entamé des démarches légales avec tes informations. Tu penses qu'ils ont déjà commencé? C'est très possible. François semblait inquiet. Ils avaient des photos de ta maison et des copies de ta pièce d'identité. Ça signifie qu'ils planifiaient depuis un moment. À cet instant, mon téléphone sonna. C'était encore Julien. « Joséphine, il faut que vous veniez à mon cabinet immédiatement et amenez Marguerite avec vous. » Que s'est-il passé? La police a trouvé d'autres documents dans l'appartement de Didier et Chloé. Ils ont un dossier complet sur Marguerite et ont déjà commencé les démarches pour la déclarer incapable. Ils ont déjà commencé? Ils ont déposé la demande la semaine dernière. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, demain Marguerite pourrait perdre tous ses droits légaux. Marguerite me regarda avec la terreur dans les yeux. « Joséphine, qu'allons-nous faire? Nous allons nous battre ?» répondis-je avec une détermination qui me surprit. « Chloé et Didier ne détruiront pas d'autres vies. » François prit les clés de sa voiture. « Allons-y maintenant, chaque minute compte. » Tandis que nous roulions vers le cabinet de Julien, Marguerite pleurait en silence sur la banquette arrière. François conduisait la mâchoire serrée et je sentais la rage monter dans ma poitrine comme une flamme nourrie par le vent. « François, dis-je alors que nous voyions les immeubles du centre défiler par la fenêtre. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Quoi? C'est que Didier ne l'a pas fait par nécessité. Il l'a fait par pure ambition. Il avait un travail, une maison, de la nourriture, mais il en voulait plus, et il était prêt à voler sa propre mère
pour l'obtenir. Certaines personnes n'ont pas de limites, répondit François. Et Chloé est celle qui l'a convaincu de toutes les franchir. Tu penses que Chloé l'a manipulé, lui aussi ? Non, la réponse fut ferme. Chloé n'a pas pu l'obliger à falsifier ta signature. Chloé n'a pas pu l'obliger à mentir sur ta santé mentale. Chloé n'a pas pu l'obliger à trahir la femme qui lui a donné la vie. Il avait raison. Didier avait pris ses propres décisions et maintenant il devrait en affronter les conséquences. Quand nous sommes arrivés au cabinet de Julien, il avait déjà tous les documents étalés sur son bureau. Le dossier de Marguerite était aussi épais que le mien l'avait été, rempli de mensonges soigneusement construits et de signatures falsifiées. « Nous sommes arrivés juste à temps », nous dit Julien en organisant les papiers. Le juge allait signer l'ordonnance de mise sous tutelle demain matin. « Mais maintenant, que va-t-il se passer ?» demanda Marguerite d'une voix tremblante. Julien sourit. « Maintenant, nous allons utiliser toutes les preuves que nous avons contre Didier et Chloé pour protéger toutes leurs victimes potentielles. » Toutes leurs victimes ? Oui. Julien sortit une liste de noms. Nous avons trouvé des documents sur 8 autres personnes. La guerre contre Didier et Chloé ne faisait que commencer, mais pour la première fois, je sentis que nous allions gagner. Une semaine après l'arrestation de Didier et Chloé, Julien me convoqua à son cabinet pour ce qu'il appela le moment de vérité. Quand j'arrivais, je découvris une scène que je n'oublierai jamais. Mon fils et ma belle-fille étaient assis de l'autre côté du bureau, menottés et vêtus d'uniforme orange de la prison. Didier avait le regard perdu dans le sol, comme s'il ne pouvait pas affronter la réalité de ce qu'il avait fait. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient maintenant en désordre et gras. Chloé, au contraire, me regardait avec un mélange de haine et de désespoir, qui me fit frissonner. « Joséphine », m'expliqua Julien, tandis que je prenais place. Didier et Chloé ont décidé d'avouer tous leurs crimes en échange d'une réduction de peine. Mais il y a une condition, que le procureur veut que vous entendiez directement de leur bouche. Quelle condition ? Ils doivent vous demander pardon publiquement, devant témoins, et expliquer exactement ce qu'ils vous ont fait et pourquoi. Didier leva enfin les yeux et me regarda. Pour la première fois depuis des semaines, je vis l'enfant que j'avais élevé, le fils que j'avais aimé inconditionnellement pendant 35 ans. « Maman », sa voix se brisa, « je n'ai pas de mots pour t'expliquer ce que j'ai fait. » « Alors, n'utilise pas de mots, » répondis-je avec une froideur que je ne me connaissais pas. « Utilise des faits, raconte-moi exactement ce que tu as fait. » Didier prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de sauter dans le vide. « Il y a 2 ans, Chloé m'a convaincu que tu avais trop d'argent pour une femme de ton âge, et que c'était injuste que tu le gaspilles, alors que nous avions tant de besoins. »« Gaspiller ?» interrompis-je. Payer mes factures, entretenir ma maison et économiser pour ma vieillesse, c'est gaspiller ? Non, maman, tu avais raison. Mais Chloé m'a rempli la tête d'idées sur ce que nous pourrions faire avec cet argent. Chloé s'agita, mal à l'aise sur sa chaise. Ne me rejette pas toute la faute, Didier. Tu voulais cette vie autant que moi. C'est vrai, explosa Didier, et en un instant, il oublia où il était. Je voulais cette vie. J'en avais marre de travailler autant pour gagner si peu. J'en avais marre de voir les autres avec de grandes maisons et de nouvelles voitures, pendant que je vivais toujours dans un appartement en location. « Et la solution était de voler ta mère ?» intervint Julien d'une voix sévère. Je ne le voyais pas comme un vol. Didier me regarda avec des yeux suppliants. Je pensais que de toute façon, cet argent serait à moi quand tu ne serais plus là. Quand je serais morte. Les mots sortirent de ma bouche, comme des couteaux. Oui, Didier baissa la tête, honteux. Chloé me disait que c'était stupide d'attendre, que nous pouvions profiter de cet argent ensemble pendant que tu serais en vie pour nous voir heureux. Et comment avez-vous prévu de le faire exactement ? Chloé se pencha en avant, et je vis dans ses yeux la même froideur calculatrice que j'avais vue dans ma cuisine ce matin-là. D'abord, j'ai fait des recherches sur la mise sous tutelle. J'ai découvert que c'était très facile si on avait les bons contacts. Les bons contacts ? Ma cousine travaille au tribunal, expliqua Chloé comme si elle parlait de la météo. Elle
Elle dit exactement quels documents il nous fallait et comment les obtenir sans que personne ne se doute de rien. Et le faux médecin ? Mon cousin Robert. Chloé haussa les épaules. Nous lui avons donné 5 000 € pour qu'il signe un rapport médical sans t'examiner. Il avait besoin de l'argent pour payer ses dettes. Et ma signature ? Didier leva timidement la main comme un enfant avouant une bêtise. J'ai pratiqué ta signature pendant 2 mois. J'ai volé plusieurs lettres que tu avais écrites pour copier ton écriture. Exactement, tu as volé mes lettres, celles que tu écrivais à tante Carmen à Marseille. Didier semblait plus honteux de cela que de toute autre chose. Je les prenais sur ton bureau. Quand tu ne regardais pas, je les copiais et je les remettais. Julien prenait furieusement des notes pendant que Didier et Chloé avouaient chaque détail de leur plan criminel. Et après avoir obtenu la mise sous tutelle, qu'alliez-vous faire ? Vendre la maison immédiatement, répondit Chloé sans une once de remords. Nous avions déjà trouvé des acheteurs qui paieraient en espèces sans poser trop de questions. Et avec moi ? Qu'alliez-vous faire de moi ? Nous allions te mettre à la maison de retraite Saint-Raphaël, murmura Didier. Chloé avait déjà payé le 1er mois. Saint-Raphaël ? Je me levai de ma chaise, sentant le sang me monter à la tête. Cet endroit est horrible. C'est là que vont les gens que leurs familles veulent oublier. C'était temporaire, tenta de se défendre Chloé. Juste le temps de trouver un meilleur endroit. Mensonge ! Cria Julien en frappant sur le bureau. Dans vos documents, nous avons trouvé que vous aviez prévu de déclarer Joséphine comme indigente pour que l'État paye les frais de la maison de retraite. Indigente ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après avoir volé toutes mes économies, ils allaient me déclarer indigente. Didier se mit à pleurer. « Maman, ça nous a échappé. Au début, nous voulions juste une partie de l'argent. Mais ensuite, Chloé a dit que c'était plus facile de tout prendre. » Ne me blâme pas seulement moi, se leva Chloé, furieuse. C'est toi qui as dit que ta mère était trop vieille pour profiter de son argent. Je n'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Le jour où nous avons vu la villa, tu as dit que c'était dommage que ta mère ait autant d'argent de côté sans l'utiliser. Julien les observait se disputer avec la satisfaction d'un chasseur, voyant ses proies se détruire mutuellement. Et qu'en est-il des autres personnes âgées que vous aviez prévu d'escroquer ? Didier devint pâle. D'autres personnes âgées ? Ne fais pas semblant de ne pas savoir, l'accusa Chloé en le pointant du doigt. C'est toi qui as suggéré que nous fassions la même chose avec Madame Marguerite. C'était ton idée. C'était ton idée après avoir vu à quel point ça avait été facile avec toi, Joséphine. Je m'assis lentement, mesurant l'ampleur de la trahison. Non seulement ils avaient prévu de me voler, mais ils allaient utiliser mon cas comme modèle pour escroquer d'autres personnes âgées sans défense du quartier. Combien d'autres personnes ? Demandai-je d'une voix que je reconnus à peine comme la mienne. Julien consulta ses notes. Nous avons trouvé des dossiers préliminaires sur 8 personnes. Marguerite, Bruno, Rachel, Norma et 4 autres que nous identifions encore. 8 personnes ? Les larmes se mirent à couler sur mes joues. Vous allez faire ça à 8 autres familles. C'était un business, répondit Chloé avec une froideur qui me glaça l'âme. Une fois que nous aurions perfectionné la méthode avec toi, nous pourrions la répéter avec n'importe quelle personne âgée ayant des biens ou des économies. Un business ? Je me levai en chancelant. Voler des gens qui ont travaillé toute leur vie pour avoir une vieillesse digne, c'était un business pour vous ? Didier se leva et tenta de s'approcher de moi, mais les menottes l'en empêchèrent. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je me suis juste laissé emporter par... Non !» Je l'interrompis en levant la main. « Ne dis pas que tu m'aimes. Une personne qui aime ne fait pas ce que tu m'as fait. Mais maman, il n'y a pas de mais, Didier. » Ma voix devint ferme comme l'acier. Un fils qui aime sa mère ne falsifie pas sa signature. Un fils qui aime sa mère ne la déclare pas folle en sachant qu'elle est parfaitement saine d'esprit. Un fils qui aime sa mère ne prévoit pas de la mettre dans une maison de retraite pour lui voler tout ce qu'elle a économisé dans sa vie.
Chloé éclata d'un rire amer. Assez de drame familial. Ce que nous voulons savoir, c'est si tu vas accepter nos excuses pour que les charges soient réduites. Je me tournai vers elle avec une fureur que je ne me connaissais pas. Réduire les charges? Après ce que vous m'avez fait? Après ce que vous prévoyez de faire à mes voisins? Joséphine. Julien s'approcha et posa sa main sur mon épaule. La décision vous appartient entièrement. Si vous acceptez leurs excuses publiques, ils pourraient sortir de prison dans 5 ans au lieu de 20. Et si je n'accepte pas? Ils feront face à toute la rigueur de la loi. 20 ans minimum, sans possibilité de libération conditionnelle. Je regardais Didier et Chloé, ces 2 personnes qui avaient prévu de détruire ma vie, et celle d'autres personnes âgées innocentes, par pure ambition. Je vis sur leur visage non pas un repentir sincère, mais le désespoir d'échapper aux conséquences de leurs actes. « Vous savez quoi, Julien ?» dis-je finalement, avec un calme qui me surprit moi-même. « Je n'accepte pas leurs excuses. »« Maman, non !» cria Didier. « Je ne les accepte pas, » répétai-je. Parce que ce ne sont pas de vraies excuses. Ce sont les supplications de gens désespérés qui veulent seulement éviter la punition. Chloé s'effondra sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Didier se mit à pleurer de manière inconsolable. Qu'ils affrontent les conséquences complètes de leurs actes, conclus-je. Et que cela serve d'exemple pour que personne d'autre n'essaie de faire ça à d'autres personnes âgées sans défense. Julien sourit. C'est décidé. Alors, Didier et Chloé feront face à toutes les accusations pénales sans réduction de peine. Ceci. Tandis que les gardes emmenaient Didier et Chloé menottés, mon fils me cria une dernière fois. « Maman, s'il te plaît, je suis ton fils. » Je me retournai et le regardai droit dans les yeux. Mon fils est mort le jour où il a décidé de me trahir. Tu n'es qu'un étranger qui porte son nom. La porte se referma derrière eux avec un son final qui résonna dans mon cœur comme une pierre tombale s'abattant sur une tombe. 3 mois après le procès, je me réveillais dans ma nouvelle maison au son des oiseaux chantant dans le jardin que j'avais planté de mes propres mains. C'était une maison plus petite que la précédente, mais elle était entièrement à moi, achetée avec de l'argent propre et entourée de voisins qui me connaissaient pour qui j'étais vraiment, pas pour ce que j'avais en banque. François frappa à la porte à 8h du matin, comme il l'avait fait tous les jours depuis que j'avais déménagé. Il apportait le journal et un sourire qui était devenu aussi familier que le lever du soleil. « Bonjour, Joséphine. Comment as-tu dormi ?»« Mieux que jamais, » répondis-je, en lui servant du café dans les tasses héritées de ma grand-mère, celles-là même que Chloé avait prévu de vendre. « Tu sais quoi ? Cette nuit, j'ai rêvé de ma mère. » Qu'est-ce qu'elle était qu'elle était fière de moi pour m'être battue pour ma dignité. Je m'assis à côté de lui à la petite table de la cuisine. Et que papa est fier aussi. François sourit en feuilletant le journal. « Regarde ça, Joséphine. » En première page, il y avait une photo de Didier et Chloé escortés au tribunal pour leur condamnation finale. Le titre disait « Condamnés à 20 ans de prison. Les escrocs qui volaient les personnes âgées. » 20 ans, murmurai-je. Je n'arrive pas à croire que ce soit vraiment terminé. Non seulement c'est terminé, François plia le journal, mais ton cas est utilisé comme exemple pour protéger d'autres personnes âgées. Julien m'a raconté qu'ils ont déjà empêché 5 cas similaires dans la ville. C'était vrai. Après le procès, Julien avait créé une fondation pour protéger les personnes âgées contre les arnaques familiales. Et mon cas était devenu l'exemple principal pour détecter et combattre ce type de crime. « Regrettes-tu quelque chose ?» me demanda François alors que nous finissions notre café. « Regretter, pensai-je un instant. Je regrette d'avoir été si aveugle, de ne pas avoir vu les signes, d'avoir fait autant confiance sans rien remettre en question. Ce n'était pas de l'aveuglement, Joséphine, c'était de l'amour maternel. » Peut-être, soupirai-je. Mais je regrette aussi de ne pas avoir été plus dur avec Didier quand il était enfant. Peut-être que si je lui avais mieux enseigné la valeur du travail et du respect, tout cela ne serait jamais arrivé.
Tu ne peux pas te blâmer pour les décisions qu'a prises un homme adulte. François posa sa main sur la mienne. Didier avait 35 ans. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. À ce moment, on frappa à la porte. C'était Marguerite qui vivait maintenant dans la maison d'à côté. Elle avait décidé de déménager près de moi après que Julien eut découvert que Chloé avait déjà commencé les démarches pour la déclarer incapable. « Joséphine, ma chère, » dit-elle en entrant, portant un plateau de biscuits faits de maison. « Tu as vu les nouvelles ? Oui, nous avons vu le journal. » « Non, pas le journal. » Marguerite alluma la télévision avec excitation. « Ils vont faire un documentaire sur ton cas. » À l'écran apparut un journaliste debout devant le tribunal où le procès avait eu lieu. « Le cas de Joséphine Martin est devenu un symbole de la lutte contre l'abus des personnes âgées en France, » disait le reporter. Son courage pour affronter son propre fils a inspiré des centaines de personnes âgées à dénoncer des situations similaires. Un documentaire ? Je n'en croyais pas mes yeux. Julien dit qu'ils vont utiliser ton histoire pour éduquer d'autres familles sur ce type d'arnaque, s'assit Marguerite, excitée. Tu vas devenir célèbre. Je ne veux pas être célèbre, répondis-je rapidement. Je veux juste que d'autres personnes ne vivent pas ce que j'ai vécu. François changea de chaîne et trouva un autre journal télévisé qui parlait également du cas. Regarde, même en Belgique, ils rapportent de l'histoire. C'était surréaliste de voir mon nom et ma photo à la télévision nationale. Le journaliste belge expliquait comment mon cas avait conduit à des changements dans les lois sur la mise sous tutelle, rendant plus difficile pour les familles de déclarer quelqu'un incapable sans preuve médicale solide. Tu sais ce qui est le plus incroyable dans tout ça ? Marguerite croqua un de ses biscuits. C'est ce que Bruno aussi a parlé. Il a raconté que Chloé lui avait rendu visite 3 fois pour lui poser des questions sur sa famille et ses finances. Bruno était notre voisin de 78 ans, qui vivait seul depuis la mort de sa femme. Un homme doux et confiant qui aurait été une victime parfaite pour Chloé et Didier. Bruno aussi ? Oui, et pas seulement lui, François sortit une liste de sa poche. Jusqu'à présent, 12 personnes du quartier ont confirmé que Chloé leur avait rendu visite avec des questions suspectes. 12 personnes, répétai-je, sentant la chair de poule. Si nous ne les avions pas arrêtées. Ne pense pas à ça, m'interrompit Marguerite. Pense que tu les as arrêtés. Pense que tu as sauvé 12 familles de vivre la même chose que toi. Elle avait raison. Au lieu de ressentir de la tristesse pour ce que j'avais perdu, je devais ressentir de la fierté pour ce que j'avais sauvé. Le téléphone sonna. C'était Julien. « Joséphine, j'ai des nouvelles importantes. Pouvez-vous venir à mon cabinet cet après-midi ?»« Quel genre de nouvelles ? De bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles. » François, Marguerite et moi sommes arrivés au cabinet de Julien à 15h. Son bureau était couvert de documents, mais cette fois, son sourire était radieux. « Joséphine, commença-t-il. Pouvez-vous vous souvenir que Didier et Chloé avaient déplacé de l'argent de vos comptes vers des comptes fantômes ? Oui, vous avez dit qu'ils avaient volé près de 200 000 euros. Eh bien, la police financière a réussi à retracer tout l'argent. Julien posa un chèque sur le bureau. Non seulement nous avons récupéré les 200 000 euros, mais nous avons trouvé d'autres comptes qu'ils avaient ouverts avec de l'argent volé à des victimes antérieures. Des victimes antérieures ? Apparemment, avant de monter votre case, ils avaient déjà escroqué 2 personnes âgées dans une autre ville. L'argent volé vous revient également légalement à titre de dommages et intérêts. Je regardai le chèque et faillis m'évanouir. Il était de 450 000 euros. Julien, c'est trop d'argent. C'est votre argent, Joséphine. De l'argent qu'ils ont volé, plus une compensation pour le préjudice moral et les frais de justice. François siffla d'étonnement. Avec cette somme, vous pouvez vivre confortablement le reste de votre vie. Ou vous pouvez faire quelque chose de plus grand. Julien se pencha en avant. J'ai une proposition. Quel genre de proposition ? La fondation que nous avons créée pour protéger les personnes âgées a besoin de fonds pour s'étendre à d'autres. Avec cet argent, nous pourrions établir des bureaux dans 5 régions différentes.
Utiliser mon argent pour protéger d'autres personnes âgées? Exactement. Ce serait la meilleure vengeance contre Didier et Chloé. Utilisez l'argent qu'ils ont essayé de vous voler pour protéger des centaines de personnes comme vous. Marguerite applaudit, excitée. Joséphine, ce serait parfait. François hocha la tête. Tu pourrais aider tant de gens. Je regardais le chèque pendant plusieurs minutes, pensant à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. La trahison, la douleur, la lutte, la victoire, et maintenant cette opportunité de transformer ma tragédie en espoir pour d'autres. Julien, dis-je finalement, je veux faire un don de 300 000 € à la fondation. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Je me levai et signai le chèque, mais à une condition. Laquelle? Que la fondation s'appelle la Fondation Dignité, parce que c'est ce que nous nous battons pour protéger. La dignité des personnes âgées. Julien se leva et me serra dans ses bras. Joséphine, vous venez de changer la vie de milliers de personnes. Nous sommes sortis du cabinet en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Avec 150 000 €, je pouvais vivre confortablement, et avec les 300 000 que j'avais donnés, je pouvais protéger des centaines de familles de subir le même calvaire. Cette nuit-là, alors que je regardais les étoiles depuis le porche de ma nouvelle maison, François s'assit à côté de moi, en silence. « À quoi penses-tu » me demanda-t-il après un moment. « Au fait que Didier avait raison sur un point, » répondis-je. J'avais effectivement beaucoup d'argent pour une femme de mon âge. « Ah oui ?» Oui, je souris. J'en avais tellement que j'ai pu l'utiliser pour protéger des centaines de personnes. C'est ça, la vraie richesse. François me prit la main. « Joséphine, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Non, François, je regardais les étoiles. Je suis juste une femme qui a appris que la dignité n'a pas de prix. Et pour la première fois depuis des mois, je dormis profondément, sachant que mon combat en avait valu la peine. Un an après la condamnation de Didier et Chloé, je me réveillais le jour de mon 67e anniversaire, avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, une paix véritable. Ma nouvelle maison s'était remplie d'arômes délicieux, car Marguerite, François et Julien avaient conspiré pour m'organiser une fête surprise. « Joyeux anniversaire, Joséphine !» crièrent-ils à l'unisson quand je descendis les escaliers. Le salon était décoré de ballons jaunes et une table était couverte de mes plats préférés. « Ce n'était pas nécessaire, » dis-je en les serrant chacun dans mes bras. « Mais ça me fait très plaisir. »« Bien sûr que c'était nécessaire, » sourit Julien en me posant une couronne en carton sur la tête. « Nous célébrons bien plus que ton anniversaire. »« Que célébrons-nous d'autres ?» François leva un verre de jus de fruits. « Un an de liberté, un an de dignité retrouvée et un an de la Fondation. Dignité qui sauve des vies. » Julien sortit un dossier de sa mallette. « Joséphine, je veux que vous voyiez quelque chose d'incroyable. » À l'intérieur du dossier, il y avait des photos, des lettres et des coupures de journaux de toute l'Europe francophone. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont toutes les personnes que vous avez aidées sans le savoir. Julien commença à me montrer les photos une par une. Voici Marie-Carmen, de Belgique, 72 ans. Sa fille essayait de lui prendre sa maison en utilisant la même méthode que Didier. Et que s'est-il passé? Elle a vu le documentaire sur votre cas à la télévision, a reconnu les signes et a dénoncé sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Sa propre fille? Sa propre fille. Julien passa à la photo suivante. Voici Robert, de Suisse. 68 ans. Sans chaton. Son gendre avait falsifié des documents pour le déclarer incapable, mais Robert s'est souvenu de votre histoire et s'est battu devant les tribunaux. Marguerite s'assit à côté de moi pendant que je regardais chaque photo. Joséphine, regarde combien de personnes tu as sauvées. Julien continua à me montrer cas après cas. Une grand-mère au Luxembourg qui a empêché ses petits-enfants de l'escroquer. Un grand-père au Québec qui a dénoncé un prétendu aide-soignant qui lui volait sa pension. Une veuve à Monaco qui a découvert que son neveu avait falsifié son testament. Ce sont plus de 200 cas. Julien referma le dossier. 200 familles qui sont intactes grâce à votre courage.
200 ? Je n'arrivais pas à y croire. Et ce n'est que la première année, ajouta François. La Fondation Dignité a déjà des bureaux dans 8 pays et chaque semaine, de nouveaux cas arrivent. À cet instant, on frappa à la porte. C'était une jeune femme d'environ 30 ans, accompagnée d'une dame âgée qui aurait pu être ma sœur jumelle. « Madame Joséphine ?» demanda timidement la jeune femme. « Je suis Carmen et voici ma grand-mère, Rachel. Nous avons voyagé depuis la Belgique pour vous rencontrer. »« Depuis la Belgique ? Pourquoi ?» Carmen aida sa grand-mère à s'asseoir sur mon canapé. « Parce que vous avez sauvé ma grand-mère de toute perdre. » Rachel me prit les mains avec une force surprenante pour son âge. Mon propre petit-fils voulait me prendre ma maison. Il avait falsifié des papiers, soudoyé un médecin, tout comme ils ont fait avec vous. Et que s'est-il passé ? Carmen a vu votre histoire aux informations, sourit Rachel, les larmes aux yeux. Elle m'a montré le documentaire et j'ai reconnu exactement ce qui m'arrivait. Carmen poursuivit l'histoire. Nous avons appelé la police, ils ont trouvé tous les faux documents et mon cousin est maintenant en prison. Mais le plus important, Rachel serra mes mains, c'est que ma petite fille Carmen a emménagé avec moi pour s'occuper de moi. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aime vraiment à mes côtés. Ranmer Marban m'a raconté que vous avez donné la majeure partie de votre argent pour créer la fondation. Carmen sortit une enveloppe de son sac. Nous voulons ainsi contribuer. Ce n'est pas nécessaire, protestai-je. Si, c'était nécessaire, insista Rachel. C'est le moins que nous puissions faire pour la femme qui nous a sauvés. Julien prit l'enveloppe et l'ouvrit. C'est un chèque de 1 000 €. Je ne peux pas accepter ça, dis-je en me levant. Vous avez besoin de cet argent. Non, Madame Joséphine, se leva également Carmen. Nous avions besoin d'être ensemble, et grâce à vous, nous y sommes parvenus. L'argent peut se gagner, mais une famille perdue ne se récupère pas. Cet après-midi-là, après le départ de Carmen et Rachel à leur hôtel, nous restâmes tous les 4 assis dans mon salon, à digérer tout ce qui s'était passé. Joséphine, rompit le silence Marguerite, te rends-tu compte de ce que tu as accompli ? Qu'ai-je accompli ? Tu as transformé la plus grande trahison de ta vie en la plus grande bénédiction pour des centaines de personnes. François hocha la tête. Didier et Chloé ont essayé de te détruire, mais ils ont fini par être les instruments qui t'ont permis de sauver tant de familles. C'est ironique, ajouta Julien. S'ils n'avaient pas été si ambitieux, si évidents dans leur plan, nous n'aurions jamais découvert le schéma utilisé par ces escrocs. Savez-vous ce qui me satisfait le plus ? Demandai-je en regardant les photos de toutes les personnes que nous avions aidées. Quoi ? C'est que Didier et Chloé sont en prison, sachant que leur crime est devenu l'outil pour protéger des centaines de personnes âgées comme moi. François se mit à rire. Ce doit être le pire cauchemar de Chloé, savoir que l'argent qu'ils ont essayé de te voler est utilisé pour empêcher d'autres de faire la même chose. À cet instant, le téléphone sonna. C'était un appel international. Madame Joséphine Martin ? La voix avait un accent suisse. Oui, c'est moi. Mon nom est Dr Gonzalez. Je suis directeur de l'Institut des droits des personnes âgées de Genève. Je vous appelle pour vous inviter à donner une conférence à notre congrès international. Une conférence ? Je ne suis ni médecin ni avocate. Peu importe, insista le docteur Gonzalez. Vous êtes quelque chose de plus précieux. Vous êtes une survivante devenue protectrice. Votre histoire peut inspirer des milliers de personnes. Julien me fit signe d'accepter. Docteur, quand cela aurait-il lieu ? Le mois prochain. Nous paierions tous vos frais et un honoraire pour votre participation. Je n'ai pas besoin d'honoraire, répondis-je immédiatement. Si j'accepte de venir, ce sera pour faire don de tout l'argent que vous m'offrirez à la Fondation Dignité. Parfait. Cela rend votre message encore plus puissant. Après avoir raccroché, François me regarda avec admiration. Te rends-tu compte que tu es en train de devenir la voix des personnes âgées de toute l'Europe francophone ? Je ne veux être la voix de personne, protestai-je. Je veux juste que les familles soient protégées. Mais Joséphine, Marguerite s'approcha et s'assit à côté de moi.
C'est exactement la raison pour laquelle tu dois être cette voix. Parce que tu ne le fais pas par ego ou pour l'argent, mais par amour sincère pour les gens. Julien se leva et se dirigea vers la fenêtre. Vous savez ce que mon contact au parquet m'a raconté ? Quoi ? Didier a demandé plusieurs fois à vous parler. Il dit qu'il veut vous demander pardon, pour de vrai. Le silence emplit la pièce, comme de l'eau froide. Pendant 1 an, j'avais réussi à ne pas penser à Didier. Comme à mon fils, mais comme au criminel qui avait tenté de détruire ma vie. Qu'as-tu répondu ? Que la décision vous appartient entièrement. Que pensez-vous que je devrais faire ? Demandai-je à mes 3 amis. François répondit le premier. Je pense que tu ne dois rien à Didier. Il a pris ses décisions. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Marguerite n'était pas d'accord. Je pense que le pardon n'est pas pour lui, mais pour toi, pour clore complètement ce chapitre. Julien resta neutre. Je pense que toute décision que vous prendrez sera la bonne, car vous avez déjà montré un excellent jugement. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant le jardin que j'avais planté dans ma nouvelle vie. Les fleurs rouges s'épanouissaient magnifiquement, étrangères à tout le drame humain qui s'était produit au cours de la dernière année. « Vous savez quoi ? dis-je finalement. Je ne vais pas voir Didier. »« Pourquoi ? demanda doucement Marguerite. »« Parce que je n'ai pas besoin de son pardon pour être en paix. » Je me tournai vers mes amis. J'avais déjà trouvé ma paix en aidant les autres, en construisant une nouvelle vie et en m'entourant de gens qui m'aiment vraiment. François sourit. Voilà la Joséphine que j'admire. De plus, ajoutai-je, Didier ne veut pas me demander pardon par remords. Il veut me demander pardon pour se sentir mieux avec lui-même, et ce n'est pas ma responsabilité. Julien referma sa mallette. Alors je dirai au procureur que vous n'êtes pas intéressé par une visite. Exactement. Je m'assis dans mon fauteuil préféré, celui-là même où j'avais pleuré le jour où j'avais découvert la trahison. Mon histoire avec Didier s'est terminée le jour où il a choisi l'argent plutôt que sa mère. Tout ce que je suis maintenant, c'est grâce aux personnes qui m'aiment vraiment. Cette nuit-là, après le départ de mes amis, je restais éveillée très tard à lire les lettres de toutes les personnes que nous avions aidées grâce à la Fondation Dignité. Chaque lettre était un rappel que la plus grande douleur de ma vie s'était transformée en l'objectif le plus important de mes années dorées. Didier avait essayé de me voler ma dignité, mais il a fini par m'offrir une mission qui remplirait le reste de mes jours de sens. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, je souris en pensant à lui, non avec amour, non avec haine, mais avec gratitude, car sans le vouloir, il m'avait fait le plus grand cadeau de ma vie. L'opportunité de protéger des centaines de familles de la douleur qu'il m'avait causée. 5 ans après ce cauchemar qui a changé ma vie pour toujours, je me retrouve assise sur le même banc du parc où j'emmenais Didier quand il était enfant. Mais je ne viens plus ici pour me souvenir du passé avec nostalgie. Je viens parce que ce banc est devenu mon bureau improvisé où je rencontre chaque semaine des personnes qui ont besoin de l'aide de la Fondation Dignité. François m'accompagne toujours, avec ses 75 ans bien sonnés, mais la même énergie qu'autrefois. Aujourd'hui, nous attendons une nouvelle personne que Julien nous a référée, une femme nommée Norma, dont le neveu essaie de la faire déclarer incapable pour s'emparer de sa pharmacie. « Nerveuse ?» me demande François en ajustant son chapeau de paille pour se protéger du soleil. « Pas du tout », je réponds sincèrement. Après 5 ans à faire ça, j'ai appris que chaque histoire est différente, mais le schéma est toujours le même. Et quel est le schéma ? Des membres de la famille ambitieux qui confondent l'affection avec la cupidité, dis-je en voyant s'approcher une femme élégante d'une 60aine d'années. Ce doit être Norma. Norma s'approche d'un pas hésitant, comme si chaque pas lui coûtait un effort énorme. Elle porte une robe couleur crème et un grand sac rempli de documents. Ses yeux sont gonflés d'avoir tant pleuré, mais il y a quelque chose dans sa posture qui me dit qu'elle n'a pas abandonné. « Madame Joséphine ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. « C'est moi. » Je me lève et la serre dans mes bras comme si c'était une vieille amie. « Voici François, et vous devez être Norma. »
Merci de me recevoir, dit-elle en s'asseyant entre nous. Julien m'a raconté votre histoire, et quand j'ai su ce que votre propre fils vous avait fait, j'ai su que vous me comprendriez. Racontez-moi ce qui se passe, lui dis-je avec la patience que j'ai apprise à avoir après avoir écouté des centaines d'histoires similaires. Norma sort un mouchoir de son sac et sèche ses larmes avant de commencer. Mon neveu Elias dit que je ne peux plus gérer la pharmacie que j'ai fondée il y a 30 ans. Il dit que je fais des erreurs, que j'oublie les médicaments, que je suis dangereuse pour les clients. Et c'est vrai? Bien sûr que non. Norma se redresse avec indignation. Je gère cette pharmacie mieux que beaucoup de jeunes pharmaciens. Je connais chaque médicament, chaque interaction, chaque client par son nom. François se penche en avant. Quelles preuves a Elias que vous ne pouvez pas gérer l'entreprise? C'est là que c'est étrange. Norma ouvre son sac et sort un dossier. Il a présenté un rapport médical qui dit que je souffre de démence sénile, mais je ne suis jamais allée chez ce médecin. Comment s'appelle le médecin? Je demande, bien que j'imagine déjà la réponse. Docteur Lambert, lit Norma sur le document. Il était ici qu'il m'a examiné le mois dernier et que j'ai une détérioration cognitive sévère. François et moi nous regardons. Norma, ce médecin n'existe pas. C'est le même faux nom qu'ils ont utilisé dans mon cas. Le même? Exactement le même. Je sors mon téléphone et j'appelle Julien. Julien, nous avons un autre cas du docteur Lambert fantôme. Sérieusement? Julien semble excité au téléphone. Joséphine, c'est incroyable. Ça fait 2 ans que nous cherchons la personne qui vend de faux rapports médicaux. Que faut-il que nous fassions? Amenez Norma à mon bureau immédiatement. Avec son cas, nous pouvons démasquer tout le réseau. 1 heure plus tard, nous sommes dans le bureau de Julien, qui est maintenant 3 fois plus grand qu'au début. Les murs sont couverts de certificats et de photos de toutes les personnes que nous avons aidées grâce à la Fondation Dignité. Norma? Julien s'assoit en face d'elle avec un sourire que je connais bien. Vous venez de nous donner la pièce qui nous manquait pour résoudre un très grand puzzle. Quel puzzle? Julien ouvre un énorme dossier rempli de documents. Au cours des 5 dernières années, nous avons reçu 43 cas de personnes âgées, escroquées par des membres de leur famille. Dans 38 de ces cas, un rapport du même docteur Lambert est apparu. 38 cas? Oui, et tous avec le même schéma. Des membres de la famille ambitieux qui veulent s'emparer des biens ou des entreprises de personnes âgées. Julien tourne rapidement les pages. Mais nous n'avions jamais pu remonter jusqu'à celui qui vend ces faux rapports. Et maintenant, vous le pouvez? Votre neveu Elias a commis une erreur. Julien sourit de cette manière qui m'indique qu'il a de bonnes nouvelles. Dans le rapport qu'il a présenté, il a utilisé le même numéro de licence professionnelle du faux médecin que celui utilisé dans le cas de Joséphine il y a 5 ans. François se redresse sur sa chaise. Cela signifie que vous pouvez retrouver qui est derrière tout ça. Exactement. Julien prend son téléphone. J'ai déjà parlé à la police financière. Ils vont arrêter Elias aujourd'hui même et il devra avouer qui lui a vendu le faux rapport. Et qu'en est-il de ma pharmacie? Demande Norma avec anxiété. Votre pharmacie revient immédiatement sous votre contrôle total. Julien lui remet un document. Et Elias fera face à des poursuites pénales pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie. Coach. Norma se lève et me serre dans ses bras avec une telle force qu'elle manque de me faire tomber. Madame Joséphine, vous m'avez sauvé la vie. Non, maintenant. Norma, je la serre en retour. Vous vous êtes sauvée toute seule quand vous avez eu le courage de demander de l'aide. Cet après-midi-là, de retour chez moi, François et moi nous asseyons sur le porche pour boire du thé glacé en regardant le coucher du soleil. C'est notre routine préférée, le moment de la journée où nous digérons tout ce que nous avons vécu. « Tu te rends compte de ce que nous venons de faire ?» dit François en se balançant sur sa chaise. « Quoi ?» Nous venons de démanteler un réseau criminel qui escroquait des personnes âgées depuis 5 ans. « Pas seulement nous, je corrige. Norma, Julien, la police,
toutes les victimes qui ont eu le courage de dénoncer. Mais tout a commencé avec toi. François me regarde avec cette admiration qui me fait encore rougir. Si tu ne t'étais pas battu contre Didier et Chloé, rien de tout cela n'aurait été possible. C'est vrai. En 5 ans, la Fondation Dignité s'est devenue une organisation internationale avec des bureaux dans 15 pays. Nous avons aidé plus de 1000 familles, empêché des vols de plusieurs millions d'euros et envoyé des dizaines d'escrocs en prison. François, lui dis-je, en voyant les premières étoiles apparaître dans le ciel. T'es-tu déjà imaginé comment auraient été ces 5 ans si Didier et Chloé avaient réussi leur plan? Tu serais dans une maison de retraite. Ils vivraient dans une villa avec ton argent. Et 1000 familles auraient été détruites par des escrocs, comme eux. C'est étrange de penser que la pire chose qui me soit arrivée dans la vie est devenue la meilleure chose qui ait pu arriver à tant de gens. François arrête de se balancer et me regarde directement. Joséphine, sais-tu quelle est la différence entre toi et toutes les autres victimes que nous avons aidées? Laquelle? C'est ce que tu as transformé ta douleur en mission, ta perte en gain pour les autres et ta trahison en protection pour des familles entières. À cet instant, mon téléphone sonne. C'est Julien. Joséphine, j'ai des nouvelles incroyables. Que s'est-il passé? Ils ont arrêté Elias et il a tout avoué. Le docteur Lambert fantôme est en réalité une secrétaire d'hôpital qui vendait de faux rapports médicaux depuis 5 ans pour 5 000 € chacun. Une secrétaire? Oui, et elle avait une liste de plus de 200 clientes dans tout le pays. Des familles qui avaient acheté de faux rapports pour escroquer leurs propres parents. Mon Dieu, mais le meilleur de tout. Julien fait une pause dramatique. C'est ce qu'ils vont arrêter tous ceux qui figurent sur cette liste. Nous parlons de la plus grande opération contre les arnaques familiales de l'histoire du pays. Après avoir raccroché, François et moi restons en silence pendant plusieurs minutes, mesurant l'ampleur de ce qui venait de se passer. 200 familles, François rompt enfin le silence. 200 familles qui ne pourront plus voler leurs propres parents, je réponds, avec une profonde satisfaction. Tout ça parce qu'une femme de 66 ans a décidé de se battre au lieu d'abandonner. Cette nuit-là, avant de me coucher, je fais quelque chose que je n'avais pas fait depuis 5 ans. Je sors la photo de Didier que j'avais gardée dans mon bureau. C'est une photo de lui à 8 ans, souriant après avoir perdu sa première dent. Je la regarde pendant plusieurs minutes, non plus avec douleur ni rage, mais avec une sorte de gratitude étrange. Sans sa trahison, je n'aurais jamais découvert mon véritable but dans la vie. Sans son ambition, des milliers de familles seraient en danger. Sans son crime, je n'aurais jamais trouvé la force que je ne savais pas que j'avais. Merci Didier, je murmure à la photo. Sans le vouloir, tu m'as donné l'opportunité de faire quelque chose de vraiment important de ma vie. Je range la photo dans le tiroir, mais cette fois, non avec amertume, mais avec paix. Mon fils s'est perdu pour toujours le jour où il a choisi l'argent plutôt que sa mère. Mais de cette perte est né quelque chose de beau, une femme qui a décidé de protéger les autres de la même douleur. Je me couche dans mon lit, dans ma maison, achetée avec mon argent propre, entourée d'amis vrais, sachant que demain, il y aura une autre personne qui aura besoin de mon aide. Et pour la première fois en 71 ans de vie, je m'endors avec la certitude absolue que chaque jour que je vis a un but clair. Protéger la dignité des personnes qui, comme moi, ont travaillé toute leur vie pour avoir une vieillesse tranquille. Didier a voulu me voler mon argent, mais il a fini par m'offrir quelque chose de bien plus précieux. Une raison de me lever chaque matin avec la mission de rendre le monde plus sûr pour les personnes âgées. Maintenant, ça, c'est vivre.